Allô, allô. Oui, il faut prendre le micro. Bonjour, est-ce que vous entendez quand on parle ou vous pouvez peut-être vous rapprocher si vous le souhaitez? C'est bon pour vous? Alors on commence. Allez-y. Bon, j'ai préparé mon papier. On est parti. Bon, donc soyez bienvenus à la conférence aujourd'hui organisée par Azimut, une conférence qu'on a appelée dans un jargon professionnel OTLV. Et OTLV, ça veut dire orientation tout au long de la vie. Et là, plus précisément, il y a même écrit orientation pour adultes. Donc c'est tout un programme, l'orientation tout au long de la vie. Nombreux sont ceux et celles qui pensent à un moment donné changer de métier, qui espèrent, qui en rêvent, qui se disent j'y vais pas, comment je m'y prends. Et puis il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir changer de métier. Parfois c'est par obligation, parfois c'est aussi parce qu'on a envie d'autre chose, parce qu'on a envie de voir ailleurs. Manifestement, ce n'est pas une question d'âge, parce qu'il y a des personnes qui changent de métier ou d'orientation à 25 ans, d'autres à 45 ans. Selon les études, alors il y a des études qui ont été faites sur l'orientation. Il semblerait qu'il y ait à peu près 50-55% des personnes qui, à un moment donné, changent d'emploi ou de métier dans leur vie. Alors, ce changement, ça peut être un changement de fonction sur son poste de travail, ça peut être un changement de métier dans la même entreprise, mais ça peut être aussi un changement radical, un changement de secteur d'activité. Et donc aujourd'hui, on va échanger avec vous, on a autour de la table, on a sur les canapés deux personnes qui viennent témoigner de leur changement, de leur découverte, de leur démarche et de leur reconversion. En fait, ce sont des reconvertis. Et ils sont là pour partager avec vous un peu leur démarche, leur parcours. Alors, il s'agit de Jocelyne. Alors, Jocelyne, est-ce que tu peux dire juste ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour à tous, à toutes. J'étais mon dernier métier assistante dentaire. Aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Maintenance en bâtiment des collectivités. Voilà. Je peux travailler, je fais un peu tout, je touche à tout. Voilà, j'ai obtenu mon CAP en juin de l'année dernière. Merci. Et toi, Richard, tu faisais quoi avant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors bonjour à tous également et à toutes. Moi de formation initiale, j'étais boulanger-pâtissier pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis en études en GE2I à l'IUT de Brest, donc en génie électrique. Donc rien à voir. Et autour de la table, on a aussi André. Et que fais-tu, André? Alors moi je ne suis pas concerné par les changements de métier. Je suis conseiller au FONGEC Bretagne, ce qu'on appelle maintenant du vocable de conseiller en évolution professionnelle. Et donc on évoquera aussi comment on peut accompagner, soutenir peut-être les personnes, même si on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, forcément. Merci. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà en cours de démarche, peut-être que vous êtes allés déjà chercher de l'information. Alors vous trouverez plein de choses sur Internet, bien sûr, des informations qui seront très riches. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi allés à la rencontre de conseillers. Sachez quand même que pour ceux qui ne sont pas encore informés, que sur le territoire, on a une offre de services qui est très riche. On a de nombreux partenaires qui sont aujourd'hui là pour vous accompagner. En fonction du statut, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en mesure de vous accompagner sur votre projet. Ça va être le cas, alors aujourd'hui, Azimut s'est organisé aussi avec le Centre d'information et d'orientation. Ça va être le cas des agents de Pôle emploi, de la région Bretagne, de la mission locale. Il y a un grand nombre de structures, et je ne les nomme pas toutes, qui peuvent vous aider. Et ils sont tous présents d'ailleurs sur un espace qui est juste derrière, qui est nommé espace OTLV, donc orientation tout au long de la vie. Et ils sont tous présents, donc profitez-en, ils sont là pour vous aider. Alors moi, je vais en profiter juste pour vous donner aussi une information. Vous ne le savez peut-être, vous le savez peut-être, mais peut-être pas. À la médiathèque des Capucins, il y a un espace qui est dédié à la question de l'emploi et de l'orientation. C'est l'espace métier.
Vous pouvez, alors on est dans une médiathèque, vous pouvez emprunter des ouvrages et puis vous pouvez y être accueilli l'après-midi. Alors en fait c'est moi qui vous y accueille l'après-midi pour pouvoir échanger avec vous sur vos projets et peut-être répondre au premier niveau de questions que vous pouvez avoir et vous parler un peu de ce qui se passe sur le territoire. On y organise aussi une programmation d'événements qui peut aussi vous aider dans le cadre de votre recherche, des événements collectifs pour découvrir des métiers, des événements pour rencontrer et connaître les dispositifs pouvant vous aider dans vos parcours. Et puis les rencontres individuelles aussi avec les conseillers. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je serai là pour vous accueillir. Je peux peut-être apporter un petit complément Oui. sur ce qu'on appelle qui sont ces adultes qu'on souhaite accueillir aujourd'hui et sur la médiathèque. Ce sont des gens donc, qui sont en âge adulte, en effet. Ils peuvent être au statut salarié, privé, fonctionnaires. On a eu ce matin des gens du ministère de la Défense, etc. Comme ça. Ils peuvent être demandeurs d'emploi. On a eu ce matin aussi une femme qui n'avait quasiment jamais travaillé parce qu'elle avait attendu que les enfants soient grands pour travailler. Donc, c'est les gens de ce qu'on appelle la population active. C'est-à-dire, ce n'est pas les gens en fonction de leur statut, c'est plutôt les gens en fonction de leur questionnement. Voilà, c'est tout public, quoi. Et tous les services qu'on propose, quand on intervient comme ça dans des lieux neutres, ce sont des services qui ont toujours vocation à être à la fois gratuits et anonymes. Okay, on ne va pas aller appeler votre employeur en disant non, Madame Attal, elle est venue, elle n'est pas contente, comme ça. Non, mais c'est une garantie de confidentialité, comme ça. Oui, important. Dernière remarque, oui. Alors, une reconversion professionnelle. La démarche de la reconversion professionnelle, on en parle, c'est facile d'en parler. Néanmoins, ça reste quand même une démarche qui n'est pas aussi simple que ça. Ça peut être long, ça peut être compliqué, on peut avoir des obstacles, ça demande beaucoup d'énergie. Mais justement, nous, on aura de cesse de vous inviter à être accompagnés justement par les conseillers pour vous épauler, pour vous guider, pour vous aider peut-être à reprendre parfois de la hauteur sur le projet. Donc c'est super important de pouvoir les rencontrer. Alors il n'y a pas de recette miracle dans la reconversion, il n'y a pas de trajectoire toute faite. Le changement professionnel, en fait, on peut le vivre, chacun le vit de façon différente. Certains vont le vivre de façon un peu compliquée et trouver que, en fait, c'est un changement, c'est un peu obligatoire, c'est pas un choix et c'est compliqué. Et d'autres vont vous dire, ça, c'est un nouveau départ. Et le nouveau départ, il se construit et pour qu'il soit réussi, il existe des outils. Il y a peut-être des grandes étapes à connaître. Et donc, nous, ça va être l'objectif, là, de vous parler un peu de ces étapes et de ce qui est possible aujourd'hui. Donc, c'est aussi un temps d'échange. Je vais arrêter de parler. Je vais poser des questions. Mais vous aussi, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si ce n'est pas clair, avec les témoins, n'hésitez pas à poser les questions. On fera passer le micro. On y va ? Alors Jocelyne, votre parcours professionnel, donc là vous avez dit que vous étiez assistante dentaire, vous êtes dans le bâtiment et en gros, en quelques mots, comment ça s'est passé tout ce parcours ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Depuis 2001, je faisais personnellement de la rénovation, donc des acquisitions, les résidences principales. Comme j'ai déménagé plusieurs fois, comment dirais-je, mes petites connaissances, l'envie est née de ça, de mes changements de vie. J'ai fait des acquisitions aussi, de l'investissement pour de la location. Et plus ça allait, et plus j'améliorais mon savoir-faire. Et puis j'aime ça, le bricolage. Donc j'ai mis 5 ans à monter mon projet. Je me suis renseignée. Je n'ai pas eu l'idée de rencontrer les services adéquats. J'ai monté tout seul mon projet. Et j'étais bien déçue de voir qu'autour de nous, il existe plein d'administrations, si je peux dire ça comme ça, qui sont là pour ça, en fait. Et voilà. Donc, moi, je conseillerais aujourd'hui de ne pas le faire seul. Voilà. Parce qu'on nous propose plein de choses pour nous aider. Voilà, on n'est pas dans l'ignorance. Merci. Et toi, Richard, tu as travaillé combien de temps en pâtisserie et quel chemin tu as suivi là pour en arriver aujourd'hui à...
Moi, j'ai eu l'occasion, enfin, de par mes études, de commencer déjà dans le monde du travail via donc dans l'artisanat. À la suite de mes études, je suis parti, donc j'ai fait pas mal de saisons. J'ai vu plusieurs domaines de pâtisserie, de la boulangerie, de la cuisine également, que ce soit de l'artisanat, de l'industriel. J'étais arrivé en tant que responsable adjoint d'une entreprise avec une dizaine de personnes sous ma responsabilité. Et me voilà maintenant, j'en avais marre. Et puis je voulais changer. On va évoquer après par la suite. Mais je voulais changer, quoi. Ça me plaisait plus. J'avais fait le tour de la question. Et donc voilà, j'ai entamé ma démarche de reconversion. Et aujourd'hui, je suis arrivé en tant qu'étudiant en génie électrique en alternance chez Enedis. Et est-ce que tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je reprends mes études? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Clairement, oui, il y a eu un déclic. Moi, je me voyais pas arriver à mes 40 ans à continuer dans cette voie. C'est un métier qui est quand même contraignant, qui a beaucoup d'inconvénients. Et c'est un choix que j'ai fait quand j'avais 15 ans, donc c'était pas un choix qui était aussi réfléchi que l'a pu être ma reconversion actuelle. Donc oui, il y a eu un déclic je m'ennuyais dans mon travail, j'avais fait le tour. Et cette envie de changement, je voulais la faire maintenant. Et je voulais pas attendre d'avoir trop de responsabilités, une famille, une maison ou autre qui m'empêcherait de pouvoir mener à bien mon projet. Donc j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis décidé, je me suis lancé. Et j'ai pris la décision de faire cette reconversion, quoi. Et toi, Jocelyne, qu'est-ce qui a fait que tu te dis bon, allez, je change de projet? Comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir fait plein d'acquisitions, d'avoir vu les capacités que j'avais à le faire. Et puis c'est surtout que je m'éclatais dans ce que je fais, quoi. Le bâtiment, c'est... Voilà, quoi. C'est... Enfin, vous allez dire, je suis une femme, mais quelquefois, on se demande, quoi. Parce qu'on a des capacités... oui, quoi, qu'on ne sait pas, quoi. Et je pense que quand on aime ce que l'on fait et qu'on est décidé à le faire, rien ne nous arrête. Voilà. Et j'insiste, il y a vraiment des organismes pour nous aider à cela. Voilà. Peut-être parce que je trouve que j'avais rencontré Jocelyne au moment de son changement de cap. En fait, les choses n'ont pas été aussi simples que ça. Parce que Jocelyne était comme beaucoup de gens aussi, un peu, elle avait son petit plafond de verre. Et la première fois qu'elle est venue nous voir, elle nous a dit, moi, ce que je voudrais faire, c'est massage. Parce que être soignante par rapport à massage, on restait plus dans le domaine du paramédical, du confort, du bien-être, etc., comme ça. Et c'est en bavardant autour de travaux qu'elle faisait, je me rappelle, pour le logement de sa fille, etc., on commence à lui poser des questions, mais vous posez des plaques de plâtre? Ben oui. Pourquoi je ne ferais pas au fait de l'électricité? Ben non, parce que c'est quand même trop dangereux, etc., comme ça. Et du coup, juste la question mais pourquoi vous ne voulez pas en faire un métier? En fait, je fais simple, mais je n'osais pas en parler quand même, quoi. Il y avait ce truc-là, je suis une femme, je travaille depuis quelques temps, et tout. Est-ce que je vais avoir une image en tant que femme crédible à travailler dans le bâtiment? Donc il y avait comme ça qui vous empêchait, vous aviez envie de le dire, mais ça ne sortait pas quand même, si on peut me permettre. Et peut-être que notre rôle, nous, de conseiller, notre simple expertise, c'est de savoir entendre les gens, tout simplement. Ce n'est pas de juger sur des valeurs qui peuvent être les nôtres par ailleurs, c'est d'écouter les gens un peu, ce qui fait un petit peu le petit piment de leur vie, comme ça, quoi. C'est tout, le rôle, après, le boulot, c'est vous qui le faites, comme ça. Ce qui fait que Richard n'a pas eu besoin, d'ailleurs, lui, il s'est autogouverné en quelque sorte. Mais là, après, chacun a son... Tout le monde a des besoins différents, tout le monde n'a pas les mêmes limites. Et l'important, c'est de trouver les personnes au moment où on peut en avoir le plus besoin. Messieurs, dames,
Alors, comment vous y êtes pris? Quelles ont été les démarches pour arriver aujourd'hui à ce projet? Le- Merci. Et donc, on disait... Et donc, Les démarches, comment vous êtes arrivé? Oui, Quelle démarche vous avez suivie? Oui, mais comment dire? J'ai commencé à me renseigner en allant voir Monsieur Lemeur au FONGECIF si j'avais le droit à une formation prise en compte par, enfin, comment est-ce qu'on dit? Financier, quoi. Enfin, si je pouvais avoir une aide financière auprès du FONGECIF, c'est là où, oui, j'ai eu la bonne nouvelle où j'avais un quota d'heures. En fait, lorsque nous travaillons, nous cotisons à comment est-ce qu'on dit? En fait, Josène relevait du salarié de droit privé, donc elle relevait à la fois de ce qu'on appelle aujourd'hui le CPF, mais également de ce qu'on appelait encore l'an dernier le CIF-CDI, la possibilité qu'elle a toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, enfin qu'elle aurait, de faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur et de garder sa rémunération et son contrat de travail pendant le temps de la formation, quoi. Voilà. Donc voilà, ça a été primordial pour moi. Une nécessité d'ailleurs, hein, comme tout le monde, hein, les factures, enfin bref, pour vivre. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler tout de suite à mon employeur de cette décision de vouloir partir faire autre chose. Voilà, ça a mis longtemps avant que je sois convaincue de mon choix. Et j'ai tout fait donc en partenariat avec mon employeur. On a réalisé mon départ tout doucement mais sûrement, comme on dit, avant mon entrée en formation. Voilà, trouver l'employé remplaçante, etc., etc. Et est-ce que, question importante, est-ce que votre entourage a été... est-ce que vous avez averti votre entourage et est-ce qu'ils ont fait partie de la décision? Est-ce qu'ils vous ont aidé à décider? Alors non, j'en ai parlé à mon entourage et comment dirais-je, mon choix était déjà fait dans ma tête avec mon mari et les gens n'étaient pas surpris parce que je vais toujours de l'avant, je suis quelqu'un qui va de l'avant et quand je fais un choix, je vais jusqu'au bout de la réalisation en fait. Voilà, une fois de plus, je le prouve par mon CAP et je suis auto-entrepreneur depuis le 1er octobre. Voilà, et je travaille. Bravo. Et l'importance, enfin, ce qu'on vous précisait, c'est que c'est important d'avoir un entourage aussi qui croit en votre projet et qui vous accompagne. Parce que la démarche de reconversion, c'est une démarche qui peut prendre 6 mois, mais qui peut prendre aussi 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui peut aussi bousculer beaucoup de choses dans le quotidien. Oui. Donc c'est aussi important. Richard, dis-nous. Toi, qu'est-ce que tu as suivi comme démarche pour arriver à ce projet? Est-ce que tu as rencontré des personnes? Est-ce que tu as été chercher? Où est-ce que tu as été chercher de l'information? Alors moi pour ma part, au niveau de tout ce qui est donc des informations, je les ai épuisées beaucoup sur les salons comme celui-ci, comme Salon d'Azimut par exemple, où je voulais rentrer à l'IUT, donc j'ai essayé de voir quels étaient les acquis nécessaires pour mener à bien mon projet. Donc toutes ces informations-là, je les ai épuisées justement, comme je disais, via Azimut. Après, je me suis tourné vers Pôle emploi pour voir si j'avais le droit à des aides. Et moi, malheureusement, j'avais pas le droit à des aides. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai su aussi que ma formation, comme la région Bretagne était une région pilote et a donc passé l'âge de l'apprentissage de 25 à 30 ans, ça m'a permis à moi de bénéficier de l'apprentissage et donc de conserver un atout financier qui est quand même non négligeable dans la prise de décision et dans le choix de l'orientation, quoi. Donc l'apprentissage a pour moi été, on va dire, mes subventions d'aide à la reconversion, quoi.
Et effectivement, aujourd'hui, il y a des outils aussi qui existent. Peut-être que vous connaissez Emploi Store, qui est un outil qui est Emploi Store, ça s'appelle, qui est généré par Pôle Emploi. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à Pôle Emploi pour pouvoir l'utiliser. C'est un outil sur lequel il y a des applications qui peuvent vous aider à peut-être commencer à réfléchir au projet. Vous verrez, il est très très riche. Vous pouvez avoir des aides pour la création de techniques de recherche d'emploi, mais aussi pour réfléchir au projet, pour voir quelles compétences on veut valoriser ou pour quel métier on veut aller. Il y a un deuxième outil aussi qui est proposé par la région Bretagne qui s'appelle le Cléor. Cléor de Bretagne, il est d'ailleurs en démonstration sur l'espace orientation tout au long de la vie là-bas. Un outil aussi qui est intéressant pour voir aussi connaître mieux les métiers, puis aussi faire un état des lieux des recrutements dans le métier qu'on souhaite et les formations qui peuvent mener au métier que l'on souhaite. Donc vous avez des outils numériques qui sont à vos dispositions. Il ne faut pas négliger ça et puis ne pas négliger non plus, mais peut-être qu'André vous en parlera mieux, des périodes de stage qui peuvent permettre, alors avec Pôle emploi on appelle ça une PMSMP, il y a peut-être, on peut simplement dire le mot de stage, c'est simplement des périodes où on peut peut-être aller se rendre compte de comment est le métier dans les réalités et de vous permettre de comprendre et de faire du lien, de dire entre ce que moi je projette sur le métier et ce qu'il est en réalité, de voir si on est bien en adéquation. Ça peut être aussi des enquêtes professionnelles, c'est-à-dire d'aller rencontrer des professionnels qui exercent, qui pratiquent le métier qui pourrait vous intéresser. Et toutes ces petites démarches-là peuvent vous permettre d'engranger de l'information. Engranger de l'information, c'est important, mais c'est aussi très important que vous puissiez le partager avec quelqu'un. Et donc, excusez-moi, mais je vais encore parler des conseillers. Ils sont là justement pour vous aider à faire le point sur toutes ces informations-là. Et c'est là où vient le rôle effectivement du conseiller en évolution professionnelle. André, tu me couperas si je dis des bêtises, mais le rôle du conseiller en évolution professionnelle va vous aider justement à prendre de la hauteur sur ce projet et va peut-être vous aider à vous poser aussi d'autres questions qui vont vous permettre d'avancer tout le temps sur ce projet. Oui, alors c'est vrai que souvent quand on parle de projet, les gens le vivent comme une contrainte parce qu'on met souvent trop l'accent dessus. Pour bouger, il faut avoir un projet, quoi. Est-ce que votre projet, il est valable en plus? Alors, il faut en avoir un, mais en plus, il faut qu'il soit valable. Et comme dit la loi, il faut maintenant qu'il soit sérieux et... Bon, je ne sais plus. Réel et sérieux. Bon, donc il y a des projets qui sont irréels et pas sérieux du tout. Hein. Bon, ok. Donc, alors, il faut savoir que, et je pense que le témoin là pourrait le dire, quand on amorce un projet de reconversion, on n'est pas sûr de l'endroit où on va arriver. Il faut que nous, les conseillers, on accepte cette incertitude si on veut que les gens avancent. Les gens qui avancent déjà, ils prennent un risque, notamment les deux personnes, pas toujours, parce que les deux personnes étaient en CDI au moment où ils ont engagé leur réflexion. Mais au moment où on réfléchit, au moment où on prend la décision de quitter un CDI, il se passe d'autres choses mentalement, la vie de famille, etc. C'est à ce moment-là qu'elle est impactée et tout. Et donc il faut concevoir que le projet puisse s'écrire au fur et à mesure qu'il s'avance. C'est ton cas. Il ne l'a pas dit, mais au départ, il n'avait pas le diplôme requis pour rentrer en DUT. Donc au départ, il a fait le DAU, mais il a fallu qu'il s'informe pour savoir que ça existait. Diplôme d'accès aux études universitaires, en plus, option B, option mathématiques. Parce qu'on lui demandait pour entrer à l'IUT d'avoir un niveau terminal S, etc. On est bien d'accord, hein, c'est ça, hein, parce qu'on ne s'est pas rencontrés, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il a découvert lui aussi, au fur et à mesure qu'il avançait, que son projet allait se vivre en plusieurs étapes. Et tout. Son facteur qui l'a aidé, c'est malgré tout d'avoir déjà trouvé un contrat par alternance, donc un contrat de travail qui lui maintenait des droits à l'allocation chômage. Et qui, en même temps qu'il était en apprentissage, il n'utilisait pas ce droit-là. Donc il a pu après quelque part reporter ce droit au moment où tu es rentré en DUT. Et il est encore en alternance. Vous voyez, donc il est encore en contrat d'apprentissage. Donc ça veut dire que lui, il est resté depuis donc maintenant 3 ans, 2 ans, c'est ça? 2 ans, ça fera 3 ans en tout de parcours en alternance. En profitant un peu de cet effet d'aubaine, dans le fait que la région a été pilote, on peut rentrer maintenant dans toute région de France depuis le 1er janvier en apprentissage avant ses 30 ans, et non plus avant ses 26 ans, hein, comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui, je vais dire, à la société, il n'a coûté rien. Hein.
C'est son travail qui a produit son amélioration des compétences. C'est sa mobilité qui lui a permis de changer, parce que son bac pro était dans le domaine de la maintenance. Et maintenant, donc, sur le DUT, tu es dans quel domaine alors d'activité? Dans le génie. Ouais, mais l'entreprise, c'est une entreprise de génie électrique, quoi. Voilà, d'accord. Donc, un groupe que tout le monde connaît, etc. Comme ça. Donc, en même temps qu'il change de métier, il change d'entreprise. Vous voyez un peu? Et son puzzle, il s'écrit maintenant. Mais on l'aurait échangé il y a 3 ans. On n'était pas du tout sur ce puzzle-là. Vous voyez? Alors maintenant, on raconte l'histoire, on dit c'est ça, il suffisait de passer par là. Non, il a décidé à un moment donné de passer par là. Okay? Et nous, le rôle de conseiller, c'est pas de dire aux gens comment il faut avancer. Hein, c'est découvrir quelles sont les capacités des gens à avancer beaucoup plus qu'autre chose. Vous voyez, hein, comme ça. Alors c'est vrai aussi que là, on a des gens qui n'ont pas trop de contraintes. Jocelyne, dans un entourage familial à la fois bienveillant et puis aussi sécurisé, hein, d'un point de vue comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a pu, elle, accepter de... Enfin, elle a voulu. Hein, elle racontera comment elle aurait pu être salariée. Elle a voulu être auto-entrepreneur, mais sans doute gagner moins qu'un salarié, du moins au début, etc. Comme ça. Mais nous, le rôle d'accompagnateur, c'est vraiment d'aider les gens à exprimer vraiment... Les aider, la mise en mouvement est beaucoup plus important que trouver la solution. Okay. Peut-être qu'on verra dans 2 ans, peut-être qu'ils seront en formation d'ingénieur, j'en sais rien, moi, etc. Mais peut-être que dans 5 ans, il dira, moi j'en ai ras-le-bol, je vais faire du maraîchage biologique. Et pourquoi pas? Oui, parce que l'orientation tout au long de la vie, effectivement, c'est différentes étapes et il y a certains moments dans la vie où on peut avoir envie de changer. Il y a une étude qui dit que les jeunes générations changeront 6 ou 7 fois de métier. Donc c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant. Et c'est de plus en plus aussi entendu et compris par les employeurs. On en revient à nos témoins. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'il y a des moments clés, des rencontres déterminantes, des lieux, des choses qui ont fait que vous vous êtes dit, bah voilà, j'y vais. Et puis, est-ce que vous avez été aussi confronté à des difficultés et comment vous les avez surmontées? Alors, pour ma part, ce qui m'a orienté et ce qui a été un petit peu facteur, ça a été... j'ai la chance d'avoir un beau-père qui est ingénieur en électronique, donc du coup ça m'a un petit peu aussi aidé et ça m'a aidé à m'orienter correctement dans quelque chose qui allait me plaire. Et surtout, au niveau comment dire, de l'accompagnement, j'ai vraiment pu compter sur lui. J'ai aussi pu compter sur des personnes qui m'ont aidé aussi bien via le DAE, comme me disait André tout à l'heure, le DAUB, donc pour se remise à niveau au niveau scientifique. Il y a eu des coups de dur, hein, faut pas se leurrer, c'est pas tout rose, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut travailler, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, ça demande énormément. J'ai pris en plus le parti, moi, de faire le DAU en même temps que mon bac pro en 1 an. Donc ça me faisait des journées où je commençais à 7h et à 22h, je rentrais chez moi. On est en cours jusqu'à 8h, 8h30. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Ça demande aussi, comme on le disait, un entourage qui soit aussi là pour vous accompagner. Parce que même si on est tout seul à réviser devant notre feuille ou devant passer nos examens, faut quand même avoir des gens sur qui s'appuyer et des gens qui nous aident aussi à remonter le niveau. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a des fois, le DAE, on arrivait, il y a des moments, au mois d'octobre, commence à faire moche, déprimé déjà naturellement. Et si en plus on fournit énormément de travail, c'est heureusement qu'on est bien accompagné et on est bien aidé via ces parcours-là pour nous aider à garder la tête hors de l'eau et continuer à mener notre projet au bout, quoi, à terme. Et toi, Jocelyne, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites compléter ou est-ce que toi aussi tu as fait face à des problèmes? Comment tu les as surmontés? Effectivement, toi aussi, tu as dû beaucoup travailler, j'imagine? Oui, alors des problèmes, je ne peux pas dire des problèmes. C'est juste, c'est quand même un monde masculin. Je suis une femme, hein, et donc j'étais pas crédible. Enfin, j'étais obligée de faire valoir mes compétences, peut-être plus qu'un homme. J'insiste, je suis une femme,
porter des charges lourdes pour les hommes dans le bâtiment, c'est inconcevable, c'est pas possible. Et quand vous faites vos preuves, vous avez juste du respect. Voilà, vous obtenez énormément de respect auprès des confrères. Voilà. Et là, c'est aujourd'hui, mais pendant que tu faisais ton projet de reconversion, est-ce qu'il y a un moment donné où là aussi, est-ce qu'il y a des moments où on se dit, on se baisse les bras, où c'est compliqué? Comment toi, à quoi tu t'es raccroché en fait? Alors non, c'est ce que je dis, je n'ai pas eu trop de difficultés, je n'ai pas rencontré trop de difficultés. Peut-être une fatigue, comme disait Richard, retourner à l'école. Enfin, pour ma part, j'ai quand même 53 ans. Donc j'étais la doyenne, n'est-ce pas? Une femme est doyenne. Alors là... Ah. Et non, j'ai pas trop eu de difficultés, si ce n'est être crédible, voilà, et ne pas, comment dirais-je, oui, enfin, défaillir. Voilà, défaillir devant la difficulté, que ce soit rapport avec les autres, dans le travail. Voilà, j'ai appris plein de choses. Ça dit, Jocelyne, vous pourriez raconter aussi comment vous avez aidé des stagiaires du CAP maintenance bâtiment de collectivité de Greta à trouver un lieu de stage alors que le maître de stage voulait vous avoir, vous, dans une communauté de communes en plus, je m'en souviens. Si. Enfin oui, c'est anecdotique. On a, comment dirais-je, pendant un an, vous rencontrez oui, des encadrants, des maîtres de stage. C'est à nous de les trouver. Et quelqueusement, on va par deux stagiaires. Et oui, j'ai peut-être su me vendre plus vite. J'étais peut-être plus crédible que mon collègue, je pense, ce jour-là. Et au final, je me suis arrangée. Je voyais bien que c'était moi qui allais avoir le stage. Et je me suis organisée en faisant une petite entourloupe, mais je pense que c'est le côté féminin. Et du coup, c'est mon collègue qui a eu le stage et je suis allée la fois d'après. Voilà. Parce que j'étais convaincante, je pense. Et le maître de stage voulait vraiment voir si j'étais crédible ou pas. Et il n'est pas déçu. Voilà. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur la démarche, le chemin parcouru? Et s'il y avait quelque chose à retenir dans toutes ces démarches, qu'est-ce qui vous semble important? La rencontre avec les administrations. La rencontre, il faut aller chercher l'information. Les informations, j'ai été les chercher sur Internet, mais quand on n'a pas un niveau d'études énorme, il y avait quelquefois des mots que j'avais du mal à comprendre, des phrases que j'avais du mal à comprendre. Et c'est avec Monsieur Le Meur, le Greta aussi, où je posais les questions. Est-ce que j'ai bien compris ça? Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Etc. Il faut se faire aider. Ne pas hésiter d'aller voir les structures spécialisées pour. C'est super important. Et toi, Richard, quel regard tu portes sur ton chemin? Et puis là, avec du recul, là, même si tu es encore en formation et que tu as encore un long chemin devant toi, par rapport à ce que tu as parcouru déjà, qu'est-ce qui te semble important de retenir? Moi, je pense que ce qui est important, ce qu'il faut retenir de ce que j'ai déjà accompli, c'est de se dire que quand on veut faire quelque chose, quand on veut avancer, qu'on prend cette reconversion au sérieux, et avec tout le sérieux et la détermination dont on a besoin pour mener à bien ce projet, on en retire, je veux dire, une certaine fierté. Aussi, on aboutit à ce qu'on veut et vraiment c'est important de se dire que c'est à la portée des personnes motivées et que si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire, quoi. C'est juste une histoire de motivation et surtout de bien prendre le choix de s'orienter correctement. Et pour ça, il y a tous les organismes qui sont là pour vous aider. Et faut savoir en faire usage et se tourner vers des conseillers comme Monsieur André pour vous aider. André Le Meur, pardon. Entre autres, il y en a d'autres. Ouais.
Non, c'est vrai que, en fait, il y a là, on est sur des cas qui, aujourd'hui, peuvent paraître simples, mais en première lecture, ils pouvaient être complexes. Je crois qu'aussi, ce qui change depuis quelques années, c'est le regard du monde du travail, le regard du monde personnel, de son entourage, sur les envies de changement des gens. Ça, c'est en train de changer beaucoup. On l'a vu justement sur cette capacité à faire des contrats d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on sait très bien qu'une petite entreprise va préférer prendre un très jeune apprenti qui lui coûtera moins cher qu'un adulte dont le salaire conventionnel doit être au minimum égal au SMIC, hein, je crois que c'est ça, hein, et tout. Il y a aussi un changement des entreprises. C'est pour ça que je voulais que Jocelyne intervienne là-dessus, sur le regard des femmes, des entreprises par rapport à certains métiers dits de manière archaïque, un peu masculin, comme ça. Même si Jocelyne a bien fait de le dire, on travaille différemment. Elle ne va pas porter des sacs de 20 à 25 kilos, bien entendu. Elle se fera aider à ce moment-là s'il faut, hein, ou à trouver des supports, etc. Mais maintenant, elle va pouvoir aussi apporter aux autres son expertise, etc. Elle travaille là pour des particuliers actuellement, donc sur des maisons en rénovation. Donc elle a des clients qui demandent un niveau d'exigence et qui demandent aussi que ce soit, j'imagine, respecter un certain prix de facturation. Donc là-dessus aussi, il faut savoir être efficace, bien entendu, hein, comme ça. Mais le monde est devenu quand même, malgré sa fragilité qu'on connaît tous actuellement, il me semble que le monde s'ouvre davantage à des parcours qu'on appelait encore il y a peu de temps atypiques, hein, comme ça. Et les parcours de Jocelyne et de son voisin, moi je les appelle, pour moi c'est des parcours qui sont plutôt universels qu'atypiques, si je peux me permettre comme ça, quoi. C'est pas devenu des choses à la marge, c'est encore peut-être minoritaire, mais c'est de plus en plus fréquent. Parmi vos enfants, vous avez certainement des enfants qui ont fait des études. Ce matin, il y avait des parents, leur fils avait un master ou un doctorat, après avait fait un CAP boulanger et maintenant voulait faire un CAP cuisine. Comme ça. Donc on voit des parcours comme ça qui se font, qui ne sont plus la conséquence de la crise, qui sont également parfois la conséquence de la crise ou la conséquence d'une perte d'emploi pour inaptitude, hein, il y a aussi ces raisons-là parfois, mais qui sont maintenant, qui deviennent des choix des gens avec des entourages qui me semblent aujourd'hui plus à même de vous accompagner là-dessus, quoi. Tout à fait. Oui, est-ce que vous questions avez des peut-être questions dans la salle surtout. Alors peut-être on va vous donner le micro parce que... Quand on a un parcours de niveau 5, quand on arrive avec un diplôme niveau 5 de l'éducation nationale et qu'on a envie, au bout de 30, 35 ans, 30 ans de travail, de se reconvertir, est-ce que l'on doit passer, qu'on a envie de faire un autre métier? Est-ce qu'on a obligation de passer par Parcoursup ou d'être obligé d'aller dans le privé? Alors déjà, au niveau de la formation adulte, on ne va pas opposer Parcoursup et dans le privé. Dans la formation adulte, tout est payant. On a payé la formation de Jocelyne, l'entreprise a payé vos 2 formations au niveau de contrat d'apprentissage, même s'ils ont été aidés. Il n'y a rien de gratuit au niveau de la formation. Vous parlez de niveau 5, pour information, le niveau 5, c'est le CAP, le BEP. Hein, donc le premier diplôme de niveau professionnel, hein, comme ça. Après, lorsque les gens veulent augmenter leur niveau de qualification par rapport à des projets liés à l'enseignement supérieur, hein, ce que serait peut-être votre cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Donc, il y a des gens qui, comme le voisin, donc Thierry, non pas Thierry, Richard, comme Richard ont passé le DAU. Le DAU, c'est pas qu'une remise à niveau, comme a dit Richard d'ailleurs, hein, je reprends, c'est un diplôme. C'est un diplôme qui vaut bac. C'est un diplôme de niveau 4. Donc moi je connais des gens, y compris ma femme, qui a fait le DAU pour passer après le concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers. Hein, comme ça, c'est un concours c'est un niveau qui a valeur de diplôme, hein, comme ça, de certification. Après, il y a d'autres solutions. On a des gens régulièrement qui, dans leur métier, ont appris des choses, qui, bien que leur niveau scolaire soit d'un niveau CAP ou même parfois fin de 3e, hein, comme ça, font des validations des acquis. Moi, je me souviens d'une dame qui avait validé un bac pro commerce parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de commerce, mais elle voulait devenir infirmière aussi. C'était quelqu'un d'autre, en plus, que je connais aussi, que j'ai eu en entretien. Elle a validé ce bac pro parce que c'était là qu'était sa qualité d'expérience.
Et à partir du moment où elle a pu passer le concours d'entrée en école d'infirmière, hein, comme ça. Donc la VAE aussi est parfois un accélérateur de reconversion, hein, comme ça. C'est des choses qui sont utilisées, je ne sais pas quel est votre travail, mais souvent... comment ? Ouais, mais du coup, vous pouvez aussi faire une VAE. Des VAE se font sur tous les diplômes, hein, des CAP, des bacs, des titres professionnels du ministère du Travail, des BTS, des licences, des masters, etc. Tout diplôme reconnu en France est accessible par la voie de la formation continue ou par la voie de la VAE. Okay ? Et parfois aussi, on voit des gens faire des VAE partiels, c'est-à-dire qu'ils ne valident pas tout, mais ils ont validé, admettons qu'un diplôme soit constitué de 6 unités d'enseignement, ils en ont validé 4. Il faut savoir que maintenant, depuis un an, les gens ont le temps qu'il faut pour valider les 2 unités d'enseignement qui leur manqueraient. Hein, comme ça. Donc on a des accélérateurs comme ça qui existent en France. Je trouve, moi, c'est une des rares lois que je trouve magnifiquement bien faite, celle de la VAE. Le seul problème vis-à-vis de l'usager, c'est qu'elle demande un effort, parce que la VAE, ce n'est pas qu'un dossier administratif qu'on fait en 2-3 heures. Il y a toute une réflexion sur la façon dont on a acquis ses compétences, etc., dont un côté rédactionnel important. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, hein, comme ça. Et après, il y a des titres de l'enseignement supérieur qui sont faits aussi par des écoles publiques ou privées. Hein, ça mais on en arrive aux mêmes choses. Bon, alors maintenant, on va vous parler beaucoup de bachelor, de master, etc. Donc, mais il y a toujours le DUT, dont Richard est le témoin. Il y a toujours les BTS, il y a toujours les licences pro, etc. Nous, on a régulièrement des gens qui s'inscrivent en licence pro, management des services ou autre à l'UBO, ou comment CCA, c'est comptabilité et tout. On en a régulièrement qui s'inscrivent comme ça. Il faut savoir aussi que l'université a des process d'admission. Contrairement à ce qu'on pense souvent, on dit pour entrer en licence, il faut avoir un bac plus 2. Non, non, ils peuvent parfois considérer la qualité de votre expérience. Ils ne vont pas vous faire une VE au sens légal du terme, ils vont faire ce qu'ils appellent une VAP. C'est-à-dire, en fait, ce que moi j'appelle dans le primaire, on appelait ça le saut de classe. Vous n'avez pas le niveau d'études, mais vos compétences professionnelles correspondent bien à ça, donc on vous autorise à rentrer en licence pro ou en master 2, etc. C'est des choses qui se font quand même de manière... À l'UBO, ils pratiquent ça depuis des années de manière assez encourageante, hein, parce que vous avez été accompagné par l'UBO quand même pour votre projet, quelque part, hein, donner trace. Et je crois qu'ils sont assez à la fois bienveillants et pertinents par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je pouvais répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça viendra. Si vous avez des questions que vous n'osez pas les poser là, et c'est possible, il y a toujours les partenaires qui sont sur l'espace là, OTLV, orientation tout au long de la vie, juste derrière. 15 mètres à droite. À peu près là. Eh bien voilà. Quoi dire de plus? Beaucoup moi, de choses. je vais peut-être rajouter par rapport aux services que peuvent proposer la médiathèque. Hein, mais je vais te laisser prendre le relais, peut-être par rapport aux informations, rencontrer un CEP et faire une VAE, je te laisse. Oui. Le flyer, il est là. Il est là. Effectivement, dans les rencontres collectives dont on parlait, il y a possibilité de rencontrer et de parler de la VAE, rencontrer des conseillers en évolution professionnelle, soit en mode individuel, sous forme de conseils d'experts. Alors, je vous invite à vous inscrire à ces rencontres. C'est important pour nous de savoir combien il y a de personnes, s'il reste de la place. Sur ces temps de rencontre, on peut aussi, vous pouvez rencontrer différents partenaires, que ce soit Pôle emploi, que ce soit un conseiller en évolution professionnelle, donc de Pôle emploi, mais aussi de la région, un conseiller formation de la région. C'est aussi les centres de formation qui viennent vous parler de l'existant et qui viennent vous informer. Ce sont des temps qui durent, les temps collectifs 1 heure, 1 heure et demie, ce sont des temps gratuits, qui sont anonymes. On vous donne de l'information. L'objectif, c'est de vous aider et de pouvoir vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc voilà, je vous invite à consulter ce document. N'hésitez pas non plus à passer à la médiathèque tous les après-midi. Je suis présente sur l'espace métier pour en discuter avec vous. En conclusion, quand même, juste par rapport à ce qu'on disait, il y a quand même une petite méthodologie dans un parcours. C'est-à-dire que quand on veut changer de métier, la première question qu'on entend souvent, mais qui n'est pas forcément la bonne, c'est
comment ça va se passer le financement. Et souvent, on leur dit oui, d'accord, le financement, c'est une question indispensable, primordiale, mais c'est peut-être pas la première. Il faut peut-être aussi se poser les questions. Pourquoi on veut changer, en fait? C'est quoi la véritable raison pour laquelle on change de métier? Est-ce que c'est parce qu'on ne se sent pas bien dans l'entreprise, c'est le contexte de l'entreprise et qu'on pourrait exercer le même métier ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on a envie de changer complètement de métier? Il faut aussi mener des recherches. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a des outils pour ça, il y a des conseillers. C'est des rencontres aussi, c'est peut-être parler avec son voisin et savoir ce qu'il fait comme métier et peut-être que l'entreprise vous intéresse. C'est ne pas hésiter, je pense, à partager avec les gens que vous rencontrez. C'est pas hésiter aussi, ce que vous aviez dit quand j'avais échangé avec vous, de partager son projet avec l'entourage. Ne pas garder forcément tout pour soi. Les gens vont pas forcément vous piquer votre idée, mais au contraire, le fait d'en discuter avec les autres, c'est aussi un renvoi des questions, c'est aussi une remise en cause, mais ça peut aussi appuyer vos choix et peut-être dans votre argumentaire vous aider, vous, à avancer. C'est aussi une autre étape, donc ce qu'on disait, confronter son projet à la réalité. On peut avoir une idée d'un métier, mais on peut aussi être complètement à côté de la plaque par rapport aux réalités et au quotidien. Donc c'est bien aussi d'aller justement rencontrer, d'en parler avec les professionnels, d'aller faire des stages, des découvertes. Après, il y a la question, effectivement, j'ai trouvé le métier, mais j'ai peut-être besoin de me former. Alors effectivement, est-ce qu'il y a la formation? Qu'est-ce que ça engendre, partir en formation? Et il y a des démarches, là, c'est parfois 6 mois, c'est parfois 3 ans. C'est peut-être pas la même organisation, c'est pas les mêmes choix de vie. Tout ça, ça se mesure, tout ça, ça se réfléchit. Et puis donc, on établit son plan d'action. Et là aussi, quand on est encadré ou en tout cas accompagné par un conseiller, il vous aide à fixer les objectifs et, comme dit André, à vous mettre en mouvement. En fait, c'est vous qui portez votre projet. C'est vous qui emmenez la barque. Mais les personnes sont là aussi pour vous aider à y voir plus clair et à amener à bien vos projets. Juste... Complément. C'est vrai qu'il arrive aussi que parfois votre entourage proche ne soit pas toujours encourageant. Ça peut arriver qu'il y ait des freins. Tu te rends compte, tu vas changer de boulot, mais comment on va faire à la fin du mois pour payer le loyer, etc. Et tout. Enfin, la prise de risque n'est pas toujours partagée par le premier cercle, et ça arrive comme ça. Bon, il faut savoir que les choses peuvent changer aussi avec le temps par rapport à ça. Mais essayez de toujours, quand vous engagez un projet, l'erreur que vous faites, c'est de le garder pour vous, d'en parler à personne. Ah non, moi j'en parle à personne parce que... Et là, c'est une grosse erreur. En parler à des structures comme nous, on n'est pas su des administrations, des structures, comme on dit, comme ça, ok. Trouvez autour de vous une ou deux personnes de confiance, souvent. Un ami, etc. Peut-être quelqu'un de la famille, peu importe. Mais c'est drôlement intéressant de pas... Parce que le premier entourage ne serait pas se sentirait pas si concerné. L'erreur, c'est de rester causé à vous-même. C'est-à-dire que quand on finit par causer à soi-même, ça s'appelle du monologue, ça s'appelle tourner en rond. Et du coup, on est sur des stratégies beaucoup plus de renoncement que de rebondissement, etc. Donc, essayez de trouver autour de vous des éléments positifs qui vous aident, non pas à vous dire ce qu'il faut faire, mais qui sachent vous dire, ouais, tu dois être capable quand même d'aller de l'avant, etc. Comme ça. Par exemple, les entreprises, on en a un peu parlé là-dessus, les demandeurs d'emploi, maintenant, on arrêtera sous certaines conditions. Les salariés du secteur privé peuvent, en dehors de leur temps de travail, faire des stages découvertes en entreprise, ce que à Pôle emploi s'appelle les PMSMP, les périodes de mise en situation au milieu professionnel. Nous-mêmes, au fond, je sais, on encourage les gens à en faire. Alors, on est limité à ce que ça dure pas plus de 35 heures pour l'instant. Mais il faut savoir qu'en face, maintenant, dans les entreprises, il y a de plus en plus de gens qui s'autorisent à parler de leur métier. Avant, on était un peu sur le secret, on ne veut pas parler de son métier. Il y a encore quelques corporations un peu souterraines comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes, de structures, d'artisans et tout, maintenant, qui acceptent que vous alliez les rencontrer, faire une enquête, comme tu disais, échanger avec vos mots et eux avec leurs mots. Et vous verrez que souvent en face de vous, ils vous racontent leur histoire de vie professionnelle, un peu comme ont fait Richard et Jocelyne à l'instant, et qui sont aussi d'accord de vous initier au métier. Souvent, ces stages découvertes qui sont considérés dans l'esprit des stages troisième. Je découvre un environnement de travail comme ça, c'est pas un engagement, peuvent aboutir après à des
à des périodes plus longues de stage pendant la formation. Nous, on avait eu ces dernières années des personnes qui avaient fait ces stages-là, des stages découvertes dans des grands groupes. Et je me souviens d'eux, nous on l'avait financé, c'était pour une formation à l'IUT de Quimper, licence pro, gestion de la paie et du personnel. Et elle est venue nous voir en juin, c'était il y a 3 ans à peu près, 2015 vers là je pense, et tout, en nous disant non j'y vais pas, parce que l'entreprise où j'avais fait mon stage, elle m'a rappelé, elle veut bien que je fasse la formation en contrat de pro comme Richard. Elle avait 32 ans et l'entreprise l'a pris en contrat pro pendant 1 an pour faire cette même licence pro qu'elle elle-même avait choisie. Il y a des opportunités comme ça qui ne sont pas si fréquentes, qui sont plutôt le lot de gros groupes, et c'est pour ça que Richard a trouvé aussi dans un grand groupe. Mais c'est des choses, si vous êtes curieux de votre métier futur, vous allez voir ce qu'il exerce. Et les gens sont intéressés par votre propre curiosité par rapport à ça. Mais ils ne vont pas vous dire tout de suite « Ah, je te prends, franchement, tu es génial. » Non, non. Mais si après vous allez les revoir, là, il se fait quelque chose comme ça. Okay, donc ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous, d'aller rencontrer des gens qui exercent les métiers, ou parfois aussi, on ne le dit pas assez, mais tout le monde ne s'oriente pas par métier. C'est le cas de nos 2 collègues là, mais il y a des gens qui s'orientent parce qu'ils veulent travailler dans un secteur d'activité. Je veux travailler à l'hôpital, c'est pas un métier. Je veux travailler à la mairie, c'est pas un métier. C'est un ensemble de métiers. Ouais, mais n'empêche que c'est... Moi, je respecte beaucoup ces façons de vivre le projet des gens. Souvent, on caricature, ouais, tu veux être fonctionnaire, tu veux rien foutre. Non, c'est pas ça du tout, comme ça. Et non, mais ça peut être aussi des portes d'entrée. On découvre non pas un métier, mais on découvre un environnement de travail, etc. Comme ça. OK ? Ok. Alors... Non, parce que même les fonctionnaires travaillent le samedi après-midi, mais non. Ouais, non, on s'en sort plus. Écoutez, voilà, la table ronde prend fin. Je vous remercie, Richard, Jocelyne, André, merci beaucoup. Merci au Salon Azimut pour l'organisation de cette table ronde. Et puis, merci à vous de votre attention. Et si vous avez des questions là, l'espace OTLV, un jour le nom changera, on l'appellera Orientation tout au long de la vie, est situé juste derrière. Donc n'hésitez pas à y aller pour avoir des compléments d'information. Merci à vous. Le travail, on dit le travail c'est la santé, mais c'est peut-être vrai. Voilà. Et bon courage à vous.